Qui finira étouffé en premier? Telle est la question qui semble détenir la clé de l'évolution du conflit en Iran et au Proche-Orient. Le contre-blocage du détroit d'Ormuz par les forces navales américaines aggrave l'asphyxie économique de l'Iran, mais aussi d'une partie du monde. Nicolas de Lamberterie. La guerre économique, mère de toutes les guerres. Après son échec militaire relatif en Iran, Donald Trump semble avoir tiré les mêmes leçons que Vladimir Poutine en Ukraine. Faire céder son adversaire en l'asphyxiant économiquement. Et si l'on regarde la façon dont s'est conclue la Première Guerre mondiale du XXe siècle, c'est exactement de la même manière que les empires russes puis allemands ont fini par céder en 1917 et 18. Sauf que dans le cas iranien, il y a une différence qui consiste en la capacité de Téhéran à asphyxier l'économie mondiale. Si tout le monde a, à juste titre, les yeux rivés sur le cours du pétrole, qui a pris 60% en 2 mois, le monde commence aussi à se rendre compte de l'impact qu'aura le conflit sur d'autres productions, en particulier des engrais alimentaires, et donc de la capacité à nourrir l'humanité. On s'attend, en particulier dans une partie de l'Afrique et de l'Asie, à ce que quelques 50 millions de personnes dans le monde connaissent une situation de disette, voire de famine d'ici la fin de l'année 2026. En clair, le blocus et le contre-blocus du détroit d'Ormuz est en train d'entraîner une partie significative de l'humanité vers une catastrophe sans précédent, avec tout ce que cela pourrait avoir de conséquences en termes d'instabilité politique, de violence et de tsunami migratoire. Dès lors, les différentes parties du conflit ouvert par l'agression américano-israélienne du 28 février se demandent bien qui pourra tenir, jusqu'à quand et comment. Et il leur arrive aussi de se demander comment sortir de ce bourbier. D'ailleurs, en dépit de leur rodomontade, les Américains semblent continuer de chercher à discrètement trouver des partenaires pour essayer de rouvrir le détroit d'Ormuz, même si Trump affirme régulièrement avoir tout le temps devant lui. En effet, l'inflation frappe les ménages américains, notamment à la pompe à essence, dans un pays où les citoyens sont hyper dépendants de leur automobile individuelle. Selon le Wall Street Journal, l'administration Trump recherche des partenaires internationaux pour une nouvelle coalition baptisée la Maritime Freedom Construct, visant à rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz. Selon un télégramme interne du département d'État transmis mardi aux ambassades états-uniennes, l'initiative menée par Washington se concentrera sur le partage d'informations, la coordination diplomatique et l'application des sanctions. Les diplomates ont reçu pour instruction d'encourager les gouvernements étrangers à y adhérer en tant que partenaires diplomatiques ou militaires. Ce plan prévoit une action conjointe du département d'État états-unien qui servirait de centre névralgique pour les opérations diplomatiques et du CENTCOM, le commandement central états-unien, qui assurerait la connaissance du domaine maritime et la coordination avec les forces armées partenaires. Du côté des Iraniens, le contre-blocage du détroit d'Ormuz par les Américains semble particulièrement efficace et dangereux, puisque cela pourrait mettre le pays dans une difficulté encore plus grande qu'il ne l'est depuis des décennies avec les sanctions occidentales, mais aussi détruire sa capacité d'extraction de pétrole. Raison pour laquelle les Iraniens semblent désireux de revenir à la table des négociations avec un plan en plusieurs étapes. En premier lieu, une cessation durable du conflit, y compris au Liban. Dans un second temps, une réouverture complète du détroit d'Ormuz. Et ensuite, une négociation sur le nucléaire. Mais les Américains ont plutôt l'air de vouloir tout de suite. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les points de négociation sur lesquels les parties ont vocation à se mettre d'accord sont une chose. Les modalités de contrôle des points en question en sont une autre. C'est ainsi que le précédent accord sur le nucléaire iranien, qui datait de 2000, les parties ont vocation à se mettre d'accord, sont une chose. Les modalités de contrôle des points en question en sont une autre. C'est ainsi que le précédent accord sur le nucléaire iranien, qui datait de 2015 et dont les États-Unis sont sortis unilatéralement en 2018 durant le premier mandat de Trump, a été le fruit de près d'une année de négociations. En effet, il s'agissait pour les négociateurs de discuter point par point l'élément le plus difficile, c'est-à-dire la façon dont le respect des accords sur le nucléaire serait contrôlé par les Occidentaux sur le territoire même de l'Iran. Dès lors, face à cette incertitude, les Iraniens continuent de montrer leur détermination et l'évolution de leur capacité offensive en cas de reprise du conflit.
l'Iran a présenté pour la première fois hier soir lors d'un rassemblement nocturne en soutien aux forces armées sur la place Enrela à Téhéran une nouvelle génération de drones suicides baptisés Arash, du nom d'un archer légendaire iranien. De même, l'Iran a également annoncé lancer une production d'un avion intercepteur de 4e génération entièrement national, le Kawsar, qui franchissant ainsi une étape majeure dans la modernisation de son armée de l'air. Peut-être que cela peut sembler en retard, mais cela démontre également la capacité de résilience de l'Iran qui est peut-être beaucoup plus grande que ce qu'avaient prévu les observateurs. En effet, l'Iran est capable de poursuivre son développement en matière d'armement tout en assurant sa défense face à l'attaque israélo-états-unienne. Quoi qu'il en soit, ces derniers développements nous démontrent bien que le conflit entre l'Iran et la coalition israélo-états-unienne n'est pas fini et que chacun des acteurs poursuit son développement militaire et ses dispositions de troupes. Quant à l'Europe, rappelons qu'au début de la crise iranienne, la seule suggestion brillantissime de Bruxelles était d'agir sur la hausse des prix en conseillant aux pays européens de ne pas faire de stock excessif de produits énergétiques, agissant ainsi sur la demande et donc sur le prix. Et du côté de la France, en dépit de l'absence du regretté et génialissime Bruno Le Maire au gouvernement français, les autorités à Paris sont toujours au rendez-vous de l'histoire, puisque l'actuel ministre de l'Énergie, une certaine Maude Bréjon, explique aux Français qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Mieux encore, ce matin même, Michel-Édouard Leclerc expliquait que l'absence de croissance de l'économie française avait pour cause le fait que les Français épargnent beaucoup trop. Cette inconscience du vieux continent, totalement sortie de l'histoire, serait presque amusante si les citoyens européens n'avaient pas la certitude diffuse qu'ils seront, quoi qu'en disent leurs dirigeants, rattrapés par la dimension tragique des événements historiques.